Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast du GIC, le groupe d'intérêt québécois en cardiologie et chirurgie cardiaque. Je m'appelle Ahmad Fayad, je suis étudiant en médecine à l'Université de Montréal et président du GIC. Ce podcast a pour mission de vous faire découvrir les parcours inspirants des médecins et chercheurs qui façonnent la cardiologie et la chirurgie cardiaque au Québec. Chaque mois, on vous présente un portrait d'expert, une rencontre avec une figure marquante du monde cardiovasculaire. Pour ce premier épisode et notre portrait d'expert du mois d'octobre, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le docteur Philippe Lavoie-Lallier, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, en compagnie de mes deux collègues Alejandro, Rep UDM, ainsi que Lee, notre graphiste et designer en chef. Ensemble, on a parlé de son parcours, de la place de la prévention en cardiologie, de ce qui le motive au quotidien et de ses conseils pour les étudiants passionnés par le cœur. Merci d'être à l'écoute pour ce lancement officiel du podcast du GIC. Et maintenant, place à la discussion avec le docteur Lavoie-Lallier. Bonne écoute. Bonjour, docteur Lallier. Allô? Salut, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Ahmad. Personnellement, je suis le président du GIC, le groupe d'intérêt québécois en cardio et chirurgie cardiaque. Je présente aussi mon collègue Alejandro, qui est le représentant local de l'UDM, ainsi que Lee, qui est notre vidéaste et designer en chef au sein de l'équipe. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, en fait, de prendre cette entrevue avec nous. L'objectif, en fait, c'est que nous, comme comité, nous cherchons, en fait, à consulter beaucoup de médecins à travers le Québec. Nous faisons des conférences, des quiz, des activités en lien avec la cardiologie et la chirurgie cardiaque quotidiennement, puis presque à chaque semaine. Donc, l'objectif, c'est qu'à chaque mois, on présente une sous-spécialité, soit de la cardiologie, soit de la chirurgie cardiaque. Donc, en l'occurrence, pour le mois d'octobre, c'était la cardiologie interventionnelle ou l'hémodynamie. Et donc, on s'était dit que vraiment, docteur Lallier, vous étiez comme la personne qu'il fallait consulter absolument pour cette spécialité. Puis on sait que vous êtes vraiment proche auprès des étudiants, donc je me suis dit qu'il fallait vous contacter. Ben, écoutez, je trouve ça génial, votre organisation. Là. Évidemment, je suis moi aussi très fanatique de la santé cardiovasculaire, il va sans dire. Donc, bravo, d'une part. D'autre part, j'ai toujours trouvé ça super important d'avoir la chance d'échanger avec des étudiants brillants comme vous. Là. Ça fait que si je peux aider un petit peu dans votre démarche, moi, ça va me faire super plaisir. Là. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait un peu commencer avec la première partie. Allons-y. Génial. Oui. Donc, au niveau de votre parcours, donc pour commencer, vous personnellement, qu'est-ce qui vous a conduit vers la médecine, puis plus spécifiquement par la suite vers la cardiologie? Bon, alors évidemment, quand j'étais petit garçon, là, j'ai commencé à vouloir être policier, pompier pour les voitures bleues, les camions rouges. Après, j'ai voulu être médecin pour je ne sais pas quelle raison. J'avais une maman, moi, qui était professeure de soins infirmiers. C'était peut-être ça que j'entendais un peu. Et j'ai peut-être des liens génétiques parce que j'ai un grand-papa que je n'ai jamais connu, malheureusement, mais qui était médecin de région. Alors, il y a peut-être quelque chose de génétique là-dedans. Mais, et puis, je voulais être médecin après. Puis après ça, j'ai toujours voulu être médecin jusqu'à ce que je me rende, disons, fin du secondaire, début du cégep, où là, j'ai ouvert quand même mes horizons, développé plein d'autres intérêts, là. Mais c'est resté quand même à l'avant-scène. Et puis, quand j'ai eu la chance de rentrer en médecine, ben, je l'ai saisi. Puis, si j'ai jamais regardé en arrière après, ça m'a tout de suite plu. J'aimais beaucoup la science, j'aimais beaucoup les interactions humaines. J'ai trouvé mon compte là-dedans super bien. Je trouvais que c'était une discipline, évidemment, comme possiblement vous tous, là, mais pouvait aller chercher un petit peu de ce que j'avais à offrir. Là. Donc, ça me permettait de m'exprimer là-dedans. Puis, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai toujours trouvé ça passionnant à partir du jour 1. Là. Génial. Puis par la suite, pour votre choix de spécialité au niveau de la cardiologie, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait poussé vers ça plutôt que vers une autre spécialité? Oui. Alors, ben, c'est une bonne question. Évidemment, j'étais donc un passionné de la médecine en général. J'ai aimé toutes les phases quand c'était le temps de les étudier. Là. J'ai trouvé ça fascinant, passionnant. Tout m'intéressait vraiment beaucoup. Et évidemment, j'avais un intérêt particulier pour la cardio parce que je trouvais ça assez concret. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait des médicaments pour monter la pression, des médicaments pour baisser la pression, des médicaments pour éclaircir le sang, des médicaments pour thromboliser. Il y avait des interventions aussi. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'une physiologie très appliquée là-dedans. Puis j'étais vraiment très intéressé, point de vue de l'application de la physiologie. Là. Donc, c'était quelque chose que je trouvais qui se prêtait bien à ce que j'aimais. Donc, dans le contexte de l'application de la physiologie, c'était moins peut-être. Et aussi, je dirais que je trouvais que les interventions étaient efficaces. Alors, il y avait des maladies graves pour lesquelles il y avait des bons traitements. Donc, je trouvais ça quand même très bien. Là.
OK, je vois, c'est ça. Et donc, si vous aviez en fait à comparer, la cardiologie à d'autres spécialités comme la chirurgie cardiaque, par exemple, où il y a aussi, l'interaction, qu'est-ce qui vous a penché davantage vers la cardio? Ah oui. Bon, ben, moi, ce que j'aimais beaucoup quand même à la base, j'aimais beaucoup la médecine. J'aimais beaucoup l'aspect, mettons, détective de la médecine. J'aimais beaucoup l'aspect médicus, si on veut, de la cardiologie. Fait que j'avais une tendance à être plus intéressé par la démarche diagnostique que simplement et uniquement la démarche thérapeutique qui m'intéressait aussi beaucoup. Mais je trouvais que la partie, mettons, vraiment de médecine interne, là, c'est quelque chose qui m'intéressait à la limite plus que les choses qui étaient uniquement techniques. Mais juste pour te dire, quand c'est venu le temps de choisir une spécialité, là, j'ai alterné entre la chirurgie orthopédique et puis la médecine interne, là, donc générale. Donc, il y avait quand même j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt. Et puis après ça, pour savoir lequel intérêt allait dominer, mais ce n'était pas si évident que ça. Mais quand vient le temps de choisir une spécialité, je trouve qu'un des conseils qui m'avait été donné, puis que j'aurais tendance à retransmettre à des jeunes collègues, c'est de se concentrer un petit peu sur le bread and butter un peu. Dans le sens que je me suis demandé, par exemple, quand j'allais avoir l'âge général que j'ai maintenant, par exemple, quelles sont les choses qui continueraient à m'intéresser et quelles sont les choses qui m'intéresseraient potentiellement moins. C'est-à-dire que un cas intéressant dans n'importe quelle spécialité, c'est toujours un cas intéressant. Et puis, c'est toujours passionnant. Maintenant, le quotidien, c'est un des éléments qui m'apparaît assez important de considérer quand on choisit une spécialité, là. Donc, quand je regarde ça, bien évidemment, la cardiologie, questionner les gens sur leur douleur thoracique, ça m'intéressait plus que de les questionner sur d'autres éléments, peut-être des douleurs thoraciques, l'essoufflement, les trucs comme ça, les pertes de connaissances. Ça m'intéressait à la limite plus comme sujet que d'autres questionnements qu'on aurait pu leur faire au quotidien. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que veux pas, là, c'est important, moi, quand je me fais Mmh. réveiller à toute heure du jour ou de la nuit pour quelqu'un qui a des problèmes, là, bien, si c'est un problème que je trouve pertinent et qui ne me déplaît pas, je trouve que c'est vraiment important. J'en pense. Sinon, vous, personnellement, comment est-ce que vous décririez, vos années de formation en cardiologie? Est-ce que c'était une, résidence qui était intense? Est-ce que c'était à vos attentes ou, peut-être, un peu compliqué? Comment est-ce que vous l'avez vu en général? Oui, alors moi, mais d'abord, j'ai fait mon préclinique à Sherbrooke. J'ai fait je veux dire, l'externat à Sherbrooke aussi. Après, j'ai fait la médecine interne à Sherbrooke, puis je suis venu à Montréal pour la cardio. Alors, donc, pour ce qui est de la partie cardiologie, mais j'ai adoré ça, là. Mais évidemment, j'ai toujours été quelqu'un qui était extrêmement impliqué et, mettons, extrêmement occupé aussi. Ça fait que pour moi, ça a été la poursuite d'un mode de vie choisi, là. J'ai choisi de toujours être très actif, très occupé dans plein de trucs, là. Et puis, ben, ça m'a servi parce que j'ai jamais été ennuyé dans ma vie, là. J'ai toujours été quelqu'un qui avait plein d'intérêts puis plein de choses sur mon programme. Peut-être parfois trop, là, mais ça a été quand même quelque chose de personnel. Donc, moi, pour moi, la résidence n'a pas été, mettons, une période de ma vie que je considérais comme étant désagréable. Au contraire, c'est une période où est-ce que tu commences à focuser de plus en plus sur une spécialité que tu veux faire. Puis ça s'est juste confirmé en cours de route. Fait que j'adorais ça. Puis comme disent les gens, mais tu sais, j'en mangeais, là. Donc, j'étais super intéressé par ça. Puis j'étais passionné par les développements, les nouvelles technologies, les trucs comme ça, là. Fait que ça, c'est un des éléments aussi qui m'avait beaucoup attiré vers la cardio, là. On a parlé de certains éléments, mettons, pratiques, mais il y a aussi une notion d'intérêt technologique. Parce qu'en cardiologie, on était très proche en cardiologie, on est très, très proche de la technologie. Il y a énormément de développements qui se sont faits dans ma carrière, là. Ça fait qu'à la fois sur le plan des outils que sur le plan des médicaments, là. Ça fait que comme c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de développement, je trouvais ça encore plus passionnant. Évidemment, il y a peut-être plus de choses à savoir dans une certaine mesure, puis il y a plus de choses qui demandent un maintien des compétences. Mais en même temps, c'est pas du tout monotone, hein. La monotonie, c'est un peu la catastrophe, là. Ça fait que ça n'a jamais été dans mon plateau, ça, là. Génial. Mm. Puis, sinon au niveau de votre formation, quels seraient par exemple les défis principaux que vous avez dû, faire face ou, certains éléments que vous pensez que vous auriez dû peut-être mieux faire ou qui étaient juste simplement difficiles en fait? Ouais. Ben, difficile, c'est sûr que les gens trouvent parfois que les horaires sont un peu difficiles, hein, parce que ben, moi, je suis vieux, là, comme vous pouvez voir. Non. Mais, tu sais, par exemple, les lendemains de garde, là, c'est arrivé pendant ma formation, là. Alors, on va oublier les pré-gardes qu'il y a maintenant, là.
Mais nous, on faisait, les journées étaient longues, puis après ça, les gardes étaient très occupés la nuit. Puis après ça, on continuait le lendemain. Tout ça. Fait que physiquement, il y avait quelque chose d'assez dur. J'avais le privilège d'avoir la santé et peut-être l'endurance pour faire face à ça, comme plusieurs autres personnes aussi. Là. Mais de mon côté, ça n'a pas été un problème si majeur que ça. J'ai adapté mon horaire et mes activités en fonction de ça. Là. Mais peut-être s'il y a une chose que j'aurais tendance à dire, c'est que pendant mes années de formation, j'ai beaucoup fait le focus sur l'aspect, mettons, académique. Puis j'ai délaissé un peu le sport. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup le sport. Puis j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de sport ou j'ai pas pris l'opportunité de faire du sport pas mal quand j'étais aux études parce que je considérais que j'avais pas le temps. Mais ça a été peut-être une erreur. Je considère que maintenir un équilibre dans un contexte si exigeant qu'une résidence, c'est comme vraiment important, là. Puis ça, je regrette, j'aurais voulu maintenir un peu plus mon sport, mes activités physiques en parallèle de mes activités, mettons, académiques. Super bon conseil. Merci Ouais, beaucoup, parce que docteur Lalliot, pour ça. puis là, évidemment, on va faire le lien éventuellement avec la Oui, prévention, là, mais exact. on sait maintenant, en tout cas, je sais maintenant très bien, puis on sait de plus en plus d'ailleurs, que parmi les choses qui sont les plus grands challenges pour votre génération, puis dans une certaine mesure la mienne aussi, mais la vôtre peut-être surtout encore plus évident en tout cas, c'est tous les enjeux de santé mentale puis d'anxiété. Mais l'exercice, c'est certainement parmi les outils les plus pertinents pour combattre ça. Puis on sait ça maintenant. La circulation des endorphines, l'exercice physique, la perfusion cérébrale, changer d'idée, focuser sur d'autres choses, puis maintenir ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais maintenant très bien grâce à mes activités en prévention. Mais maintenir ça, ça aurait été quelque chose de peut-être encore plus pertinent que j'aurais pensé, puis peut-être encore plus pour votre génération, là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'encouragerais tout le monde à faire. Puis je vous donne un exemple, là, à l'Institut de cardiologie, Mhm. on offre à tout le monde d'être membre à notre centre EPIC et notre centre de Épique, ouais. réadaptation pour être. Il y a un membership gratuit au gym, là. Puis il Ouais. reste qu'il y a des outils disponibles, puis on essaie de faciliter ça un petit peu, puis d'encourager ça parce qu'on y croit vraiment, là. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise finalement le centre épique? Ouais. Oui, pas autant qu'on voudrait, évidemment, mais il y en a plusieurs. Et Ok. puis, les membres du personnel, il faut à un moment donné, quelque part, réfléchir à ce qu'on pense, puis ce qu'on veut. Puis après ça, il faut tenter de mettre ça en application aussi. Hein? C'est pas tout de le dire. C'est bon de faire de l'exercice. Il faut aussi faire Faut des le jeux, faire. des outils. Puis nous, j'ai développé ça dans mon organisation, là. J'ai maintenant dans mon organisation, tout membre du personnel de l'Institut et membre au centre épique d'emblée. C'est gratuit. Les gens peuvent venir gratuitement avec leur passe d'entrée pour l'hôpital. Ils peuvent rentrer au centre épique et venir s'entraîner. Alors, ça, c'est quelque chose de parfait. Puis, même au début, c'était bon pour tout le monde, sauf les médecins. Les résidents étaient inclus dans tout le monde. Mais là, maintenant, j'ai fait inclure ça pour les médecins aussi, là. Donc, c'est tout le monde qui est inclus parce que je considérais que c'était une discrimination négative à notre endroit. J'ai corrigé le tir. Mais mon point, c'est que dans la vie, il faut croire à des choses, il faut avoir des idées, des opinions. Puis après, je pense que c'est bien important d'essayer de mettre ça en application et de donner l'exemple un peu. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on a fait ça. C'est parfait. Fait que chose à faire différemment, maintenir l'exercice pendant mes années de résidence et de fellowship. Parce que moi, je suis allé étudier aux États-Unis aussi après avoir fait la formation, là. Moi, je suis allé passer 2 ans à la Cleveland Clinic. Et puis, ça a été c'était un truc que j'encourageais vraiment tout le monde à faire, hein, parce que ça change une vie, là. Alors, déjà, Ok. de faire, par exemple, une formation dans une université puis la compléter dans une autre, c'est déjà quelque chose qui m'apparaissait très positif parce qu'on peut avoir des perspectives différentes et tout ça. Et puis après ça, bien évidemment, aller faire de la médecine qui nous importe encore plus dans un milieu complètement différent, là, les États-Unis, dans le cas précédent, qui me caractérise. Mais ça m'a vraiment permis de voir les choses complètement différemment, là. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de voir, être en contact avec des fellows étrangers internationaux, leur parler de leur milieu. Il y en a qui venaient d'Égypte, il y en a qui venaient d'Argentine, il y en a qui venaient de l'Inde, il y en a qui venaient de partout. Fait que ça donne des discussions extrêmement enrichissantes sur une période de 2 ans, on va dire 2, 3 ans, là, extrêmement enrichissantes. Puis ça, vraiment, ça change la perspective sur la vie et sur la médecine, là. Et c'était extrêmement positif. Je n'ai pas jamais vu la chose de la même manière après, là. Ok. Et puis, l'adaptation au niveau du fellowship, de passer d'un système québécois à un système qui est plus américain, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou c'était vraiment facile d'accès? Ben, je dirais qu'il y a eu un petit peu quelques chocs initiaux,
Comme par exemple, passer une journée complète avec des avocats pour expliquer comment ça va fonctionner les poursuites aux États-Unis, puis les risques que les fellows encouraient et tout, là. Ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez brutal quand tu commences ton information. Tu es déjà un peu stressé, tu es déjà dans un milieu différent. La langue n'est peut-être pas aussi parfaite que ton français, etc., etc., là. Mais évidemment, ça a été quelque chose de surprenant et d'un peu Ouais. difficile un peu. Mais passé cette période-là, ça s'est super bien fait. Il n'y a pas eu de poursuite. Alors, ça a été Heureusement. parfait. Ça a été parfait de mon côté. Mais donc, oui, ça a été un petit peu d'adaptation, mais ça a été une partie de plaisir par ailleurs, là. C'était des gens exceptionnels, des patrons exceptionnels, des collègues exceptionnels, parce que j'ai appris autant de mes collègues fellows que de mes patrons, hein. Fait que ça, c'est un autre message qui serait peut-être important de penser, c'est qu'il ne faut pas se limiter à apprendre de nos patrons. On peut apprendre de nos amis et collègues aussi, là. Et ça, c'est vraiment super pertinent parce que les gens ont tous des choses brillantes à raconter, là, puis c'est tous des gens qui avaient un background et tout ça différent, qui pouvaient beaucoup apporter, là. Ça a été super. Génial. Donc, si on passe en fait au numéro 2 maintenant sur votre vie actuelle en tant que cardiologue à l'Institut de cardio, comment est-ce que vous décririez une journée typique, comme une journée classique à l'Institut? Qu'est-ce que vous faites en général? Oui. Ben, écoute, je vais. Donc, moi, j'ai toujours voulu avoir une pratique extrêmement diversifiée. Alors, ça a des avantages parce que c'est un thème qui revient, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est de combattre la monotonie, hein. Mmh. Donc, j'ai toujours voulu avoir quelque chose de très diversifié comme pratique, ce que j'ai travaillé en début de carrière surtout à établir. Ça fait que les volets de ma pratique, moi, j'ai fait évidemment de la clinique intense. J'ai développé après ça un intérêt pour faire de l'hémodynamie. On a peut-être escamoté ça un petit peu, mais ça, c'est un volet, mettons, il y avait un volet clinique, un volet technique, donc d'intervention comme tel pour faire les trucs. Après ça, j'ai tout de suite voulu développer une partie un peu administrative à mon travail. Alors, j'ai développé des programmes. Donc, c'est comme si j'avais le besoin ou l'intérêt d'établir des programmes. Je te donne un exemple. C'est moi qui ai établi avec un collègue, là, c'est moi qui ai établi essentiellement le premier programme de transfert pour angioplastie primaire au Québec. Ça n'existait pas, ça. Wow. Alors, on a fait ça, un projet pilote avec un hôpital qui était Saint-Hyacinthe. Et évidemment, la distance était à peu près égale à ce qui avait été publié dans l'étude d'ANAMI 1. Et puis après ça, bien évidemment, on a commencé à transférer des patients pour angioplastie primaire avec une collègue qui travaillait à la fois à Saint-Hyacinthe et à l'Institut, qui est une amie praticienne, puis qui travaillait aux soins intensifs là-bas, puis à l'urgence à l'Institut. On a développé ce partenariat-là. Puis ça, c'est parmi les choses qui ont été les plus valorisantes dans toute ma carrière, c'est le développement de ces programmes-là et ces partenariats-là, parce que c'est vraiment la notion de collaboration entre collègues, là, la notion de collaboration entre systèmes de soins, là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très rafraîchissant dans une pratique clinique quotidienne, d'avoir la chance de développer ça. Puis c'est un feeling que tu n'as pas autrement. Fait que j'ai voulu avoir une partie administrative, donc j'ai développé des idées, j'ai développé, par exemple, des systèmes de soins. Après ça, j'ai participé à l'élaboration des guidelines, puis des différents comités, par exemple, gouvernementaux sur l'angioplastie primaire par la suite. J'ai développé le programme à l'Institut. Puis après ça, je suis devenu chef de l'unité coronarienne à l'Institut, donc une tâche administrative. Donc, une tâche clinique, une tâche technique, une tâche administrative. Et puis, en même temps, j'enseignais. Fait que j'avais une tâche d'enseignement aussi. Ouais. Fait que je faisais un peu ça de fond. Puis évidemment, c'est un plaisir parce qu'à chaque jour, il y avait une nouveauté, quelque chose Mmh. de différent, puis il y avait quelque chose de vraiment agréable à changer parce que pour moi, c'est ça qui était agréable. Évidemment, à la longue, c'est quelque chose qui est taxant parce qu'il faut que tu maintiennes le niveau d'expertise attendu dans chacune des sous-spécialités. Ça demande un certain challenge, là. Fait qu'au début, l'énergie est débordante. Après, des fois, tu te dis peut-être j'aurais dû avoir un focus un petit peu parce que finalement, si tu focuses tes énergies dans un seul des domaines, tu risques d'aller plus loin, hein. Tu risques d'accomplir plus dans un certain domaine, d'avoir une reconnaissance selon tes propres barèmes, donc envers toi-même, qui peut être quand même bien aussi. Fait que moi, j'avais fait le choix de la diversification. Certains ont fait le choix de la centralisation ou autrement. Puis je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Puis c'est pas. Mmh. Faut vraiment se poser la question sur ce qui nous anime le plus.
Puis ben, moi, je n'ai pas jamais regretté, là, puis je continue encore à faire des trucs comme ça, puis d'avoir le privilège que les gens nous écoutent un petit peu quand on a des idées, puis qu'on veut les développer, puis on est capable d'être un leader de groupe pour avancer certains dossiers. C'est quand même un privilège dans la vie, là, puis c'est quand même un grand plaisir. Puis quand on est capable d'établir des collaborations, ça, les collaborations fructueuses, là, je vous C'est pas encouragerais comme facile. jeune là, non, mais je vous encouragerais comme jeune à tout faire pour en avoir. Ok. Parce que c'est vraiment enrichissant. Puis je vais vous donner 2-3 exemples. Là. Ouais. À un moment donné, je reviens de fellowship. Je vais dans mon organisation ici, puis en fellowship, une expertise en imagerie endovasculaire. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui me présente un collègue à lui et qui me dit, écoute, cette personne-là cherche quelqu'un qui serait prêt à donner son temps gratuitement pour participer au développement de quelque chose. La majorité des gens auraient dit, ben non, merci, là, j'ai vraiment pas mal de choses, je ne ferai pas ça. Là. Mais moi, je lui ai dit, ben OK, je vais écouter un peu. Puis finalement, ça s'est adonné à être des collègues qui étaient des gens qui développaient une technologie nouvelle qui était une biotech en start-up dans la banlieue de Boston, qui étaient des gens de Harvard et de MIT ultra brillants. Et puis, c'était la spectroscopie infrarouge applicable au coroner. Ça fait que c'est un élément qui était tout à fait nouveau, là. C'était dans la catégorie des gens qui voulaient, par exemple, identifier des plaques d'athérosclérose vulnérables à provoquer des crises cardiaques. Puis, il avait développé, par exemple, tout un programme pour identifier en spectroscopie infrarouge, endovasculaire, des caractéristiques photochimiques, parce que c'est comme ça que ça marche la spectroscopie infrarouge. Hein? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais c'est dans le truc que on envoie une longueur d'onde sur une substance donnée, puis le changement de la longueur d'onde reflétée, ça vous donne une signature photochimique pour savoir la composition de la substance en question. C'est ça qu'ils utilisent avec les petits robots sur Mars pour savoir c'est quoi la question sur le OK. sol. Puis dans la plaque d'athérosclérose, il y avait des signatures photochimiques des plaques vulnérables. Fait que je vous épargne les détails, là, mais j'ai participé pendant, je dirais, une bonne dizaine d'années au développement de ces cathéters-là et de cette technologie-là avec des gens ultra brillants pour lesquels j'ai reçu $0, mais qui a été une des collaborations les plus fructueuses avec des gens vraiment brillants avec qui j'ai développé une amitié, puis qui m'appellent encore parce que là, leurs enfants sont rendus étudiants à McGill, mettons. Là. Ça vous donne le genre de truc. Puis c'est des gens que je rencontre qui ont changé de compagnie depuis ce temps-là, etc. Mais ça a été une épopée, je dirais, fascinante. Puis travailler avec des ingénieurs quand tu es un médecin, c'est vraiment agréable parce que c'est des gens qui ne voient pas les choses de la même manière que toi. Puis ça, si j'avais un conseil à donner, là, essayez de multiplier les collaborations avec des gens qui n'ont pas la même formation que vous. Parce que c'est vraiment un plaisir dans la vie, ça. Puis il y a des gens, par exemple, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai fait du travail avec un radiologiste qui était radiologiste cardiovasculaire à mon organisation, qui s'appelle Dr. L'Espérance, que je voudrais saluer au passage, qui était une sommité mondiale dans l'évaluation de l'angiographie quantitative. Et moi, j'étais un cardiologue hémodynamicien qui habituellement fournit les images, mais le fait de m'asseoir avec lui, puis de développer des protocoles, de développer des façons de lire les trucs, de comparer nos visions dans les affaires comme ça a fait de moi un meilleur médecin. Puis ça a été parmi les collaborations les plus fascinantes et les plus agréables de toute ma carrière. C'était avec un médecin qui n'était pas la même spécialité que la mienne. Fait que dans des milieux différents, intéressants, avec des collègues, avec des formations différentes, ces collaborations-là sont passionnantes et fascinantes. Fait que ça, je vous encourage à multiplier ça comme jeune, le médecin. N'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment très, très porteur et pertinent. C'est parfait, puis c'est complet, puis merci beaucoup, docteur Alep. Puis j'imagine que le projet finalement a abouti à quelque chose au Le niveau de la cathéter en spectrum. question? Exact. Bien là, je vais te donner un exemple, OK? Alors, ça prenait une fibre optique pour envoyer la longueur d'onde, une fibre optique pour recevoir la longueur d'onde. Ça fait qu'il y avait 2 fibres optiques parallèles. Et le foutu cathéter devait tourner pour avoir 360 degrés de la plaque. Tu comprends? Ouais. Et ça a pris 5 ans aux ingénieurs pour trouver la solution à ce problème-là. Parce que tu comprends que si ça tourne, ça s'entortille, là. Ouais. Fait que moi, j'ai participé avec eux autres à toutes sortes d'affaires de ce genre-là. Et quand ils ont réussi à trouver la solution, là, il y avait un genre de prototype, mais ça avait l'air d'un appareil qui n'avait aucun sens. C'est une grosseur vraiment majeure, c'était des lasers, toute la patente.
et j'étais le seul au monde à être capable de brancher le système avec les deux petits fibres optiques qui cliquaient l'un dans l'autre. Puis après ça, il fallait que ça tourne. En tout cas, j'ai fait les premiers patients au monde après ça avec le cathéter. Puis on a eu des publications. Puis éventuellement, ce cathéter-là s'est bonifié avec une cathéter d'imagerie en même temps. Il a été acheté par une compagnie de cathéters japonaise et il est commercialisé maintenant. Fait que ça a été une longue épopée sur une période de 20 ans au total, là. Ah, Fait que ok. c'est- Et fait que donc c'est- maintenant, il est encore comme elle ouais, ouais. s'utilise. Ok, Tu peux l'acheter de la compagnie japonaise si tu veux. ok, wow, wow. Ouais. Est-ce qu'elle est utilisée à l'ICM ou non? Non, mais parce que c'est finalement la plus-value clinique de la signature photochimique, c'est jamais vraiment avéré. Fait qu'il y avait des intérêts, mais ça a été des intérêts un peu marginaux, si on veut. Mais ça, tu ne sais pas avant de commencer, tu comprends? Mhm. Ça a été multiples interactions avec des gens fascinants là, qui n'ont pas de prix, peu importe le résultat du cathéter, tu comprends? C'est des interactions qui ont été fascinantes dans le temps. Ça m'a permis de rencontrer d'autres mondes, ça m'a permis d'assister à des meetings dont je n'aurais jamais entendu parler autrement. Ça m'a permis de donner des conférences, ça m'a permis de partager des concepts et d'échanger des concepts avec du monde vraiment brillant. Là. Ça a été super. Même type pour moi, là, je vais faire du bureau, je vais faire des interventions en salle d'intervention d'hémodynamie. Et puis, je vais faire un peu d'administration. Et puis, de temps en temps, je vais faire de l'enseignement formel et souvent informel, parce que dans ma vie de tous les jours, évidemment, dans un milieu universitaire, là, donc je côtoie des étudiants, des résidents, puis je partage donc mes connaissances avec qui veut bien les écouter, là. Après, donc c'est très, comme je dis, je voulais avoir quelque chose de varié, mais c'est même mes semaines, à l'intérieur d'une même semaine, c'est très varié, là. De la clinique avec les patients, de la clinique technique, si on veut, avec les interventions percutanées. Plus après ça, l'aspect administratif. Puis après ça, bien évidemment, il y a l'aspect enseignement puis l'aspect bureau, là. Parfait. Et sinon, au niveau de la cardiologie, comment est-ce que vous voyez que le domaine risque d'évoluer avec les prochaines années? Donc, vous avez parlé un peu du cathéter, puis à l'avenir, dans les prochaines années, surtout que ça se développe beaucoup ces dernières années, comment est-ce que vous voyez le potentiel d'amélioration? Bon, alors, bien évidemment, le champ d'intervention de l'hémodynamie, donc la cardiologie d'intervention, ça s'est beaucoup modifié avec les années. Donc, moi, quand j'ai commencé, il y avait une forte contribution des aspects diagnostiques. Et puis, il y avait les interventions thérapeutiques commençaient à devenir monnaie courante. Ça veut dire angioplastie Mhm. des artères, par exemple, un vaisseau, des fois deux vaisseaux, mais une bonne partie de diagnostic pour documenter la maladie coronarienne, puis une bonne partie de diagnostic pour les pathologies qu'on appellerait valvulaires ou structurelles. OK? Après, bien évidemment, l'évolution a été qu'on a développé de plus en plus d'outils non invasifs pour évaluer l'hémodynamie, des outils non invasifs pour évaluer, par exemple, euh, l'anatomie coronarienne. Et puis là, on parle de l'échographie, puis après ça, on parle du coroscan, on parle des trucs comme ça. Fait que de plus en plus, puis des tests en médecine nucléaire. Donc, de plus en plus, les patients arrivent avec des tests qui ont déjà documenté ça. Donc, de plus en plus, la perspective est d'orientation thérapeutique. Donc, l'aspect diagnostique est moins fréquente et beaucoup plus raffiné. Puis après ça, on est passé à des outils, par exemple, d'imagerie, donc coronarographie, la radiologie, là. Puis on a développé des outils physiologiques. Donc là, maintenant, on ne fait pas juste des photos des artères, on fait des photos, puis quand on a besoin, on peut étudier l'impact physiologique d'un blocage qu'on voit. Donc, on parle des cathéters diagnostiques, savoir si ça cause de l'ischémie ou pas d'ischémie. Donc, on parle d'outils qu'on n'avait pas tant que ça avant, puis qui sont bien développés. Même chose avec l'imagerie. Quand on a, par exemple, un test pour coronarographique, on connaît les limitations de ça encore mieux qu'on les connaissait il y a 20 ans. On sait qu'il y a des limitations, on est capable de les contourner mieux, puis on a des outils pour y arriver. Ça fait que là, quand on rentre dans un laboratoire d'hémodynamie maintenant, là, il y a une panoplie d'outils qu'on utilise régulièrement qu'on ne faisait pas à l'époque. Parce que là, les gens arrivent avec déjà des tests préfaits. Puis là, des fois, on a besoin de préciser au-delà de ce qui est attendu de nous, de juste faire des photos. Là. On peut savoir est-ce qu'il y a des photos, puis est-ce que le blocage est significatif ou pas sur le plan physiologique. Est-ce qu'il faut le débloquer ou pas le débloquer? Puis après ça, si on le débloque, bien, comment on peut le débloquer au mieux en faisant une imagerie endovasculaire pour préciser l'anatomie de la plaque, par exemple, la composition de la plaque,
puis décider comment on va la traiter. Alors, si on voit qu'il y a du calcium, par exemple, est-ce que ça va répondre au ballon ou pas? Bien là, maintenant, on est capable de sortir un petit cathéter de tomographie par cohérence optique, là, OCT. On est capable de bien visualiser est-ce que ce blocage-là, cette plaque-là va être capable d'être craquée par un ballon. Si la réponse est non, bien, on a d'autres outils maintenant. On a des ballons avec des ultrasons, par exemple, pour traquer le calcium. On a des rotablateurs, on a des orbitales qui sont de la thérectomie rotationnelle pour aller modifier la plaque et permettre une intervention de qualité optimale. Donc, c'est tous des outils maintenant qu'on a. Donc, ça s'est beaucoup raffiné dans la catégorie diagnostique, non pas dans la grande notion de documenter la maladie, mais de préciser dans le fin détail en vue d'une intervention. Donc, un focus intervention avec des outils qui nous permettent de bien choisir lesquels vaisseaux on va débloquer. Puis si oui, comment les débloquer au mieux. Là. Il y a comme une évolution comme ça. Puis après ça, il y a un grand dossier qu'on faisait moins à l'époque. Quand j'ai commencé, on faisait seulement des valvuloplasties au ballon. Donc, on pouvait craquer une valve aortique avec un ballon, mais ça revenait au bout de quelques semaines. Donc, il y avait un intérêt temporaire. Donc, ce n'était pas un traitement qui était reconnu, c'était juste comme pour sauver les meubles à l'occasion. Là, maintenant, il s'est développé beaucoup de technologies valvulaires maintenant. Donc, les remplacements valvulaires percutanés, on a remplacé maintenant les interventions percutanées pour les insuffisances mitrales, par exemple. On développe tranquillement des valves mitrales percutanées. Donc, il y a beaucoup d'interventions maintenant structurelles qu'on appelle. Fermer les trous où il y en a qui se supposent avoir, par exemple, les communications interauriculaires, les foramen ovales perméables, fermer les appendices auriculaires, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça qui se font maintenant, les fermetures des fuites paravalvulaires, fermeture de CIV, des trucs comme ça qui ne se faisaient pas percutanées à l'époque, qui se font maintenant. Donc, il y a une évolution très majeure de ce côté-là. Alors, quand tu parlais d'expansion du champ d'intervention, ben, ça a été vraiment majeur au cours des 20 dernières années. Là. Et j'ai lu dernièrement notamment des articles sur les stents biorésorbables. Je voulais vous demander en fait à ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu des avancements ou des potentiels à l'avenir? Oui. Alors, il y a eu un gros développement il y a maintenant quand même plusieurs années, on va dire une dizaine d'années, là, où il s'est développé des stents avec tout un concept derrière l'idée où est-ce que tant qu'à mettre quelque chose comme un support dans le vaisseau sanguin, bien, pourquoi ne pas lui demander de faire son travail pendant un certain temps puis qu'il disparaisse après? Parce qu'on sait très bien qu'un vaisseau sanguin, ce n'est pas un tuyau de métal, là. Donc, il y a une vasoréactivité à ça, il y a une rhéologie là-dedans qui est importante. Donc, le concept, c'était utiliser un stent qui va faire son travail pendant les premières semaines, puis qui va disparaître ensuite. Et puis ça, évidemment, ce concept-là a été testé. On a été très, très actifs dans ce dossier-là. Puis au niveau mondial, par exemple, on était des précurseurs, etc., etc. Et on a réussi, par exemple, à contribuer des données très importantes sur le sujet. Mais malheureusement, ces stents-là se sont avérés aussi bons à peu près que les autres, mais pas nécessairement meilleurs. Puis il n'allait jamais être capable de les vendre au même prix. Puis des réalités qui ont fait en sorte que malheureusement, cette technologie-là ne s'est pas poursuivie. Il y a encore certaines compagnies qui poursuivent ce concept-là parce que c'est un concept quand même encore intéressant, là, mais pour lequel on n'est pas encore rendu à tous les jours. Puis là, on se retrouve dans une situation très pratique où les stents conventionnels métalliques font un job superbe et qui sont rendus à des prix assez dérisoires. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir battre ça sur le plan de nouvelles technologies ou à peu près, là. Fait que c'est dommage, mais c'est une technologie qui est rendue mature et pour lesquelles on attend relativement peu de développement parce que c'est des outils maintenant qui sont beaucoup améliorés avec le temps puis que ceux qu'on a maintenant sont très performants, là, sont bien flexibles, ils nous permettent de faire des interventions extraordinaires, ils se déforment facilement, on est capable de faire des interventions de bifurcation, des trucs comme ça, avec des stents qui coûtent très peu cher. Là, le même stent, quand ils sont sortis sur le marché, on les payait par exemple 2000 $. Là. Okay. Là, maintenant, on les paye 250. Là. OK. Et la troisième génération, on va dire. Là, oh, ouais. Okay. C'est ce genre de trucs, c'est des réalités de la pratique là, qui font en sorte que c'est bien parce qu'on est capable d'en mettre plus. En même temps, le développement technologique va être moindre dans ce dossier-là par rapport à d'autres dossiers. Par exemple, les valves, où là, on est dans un début de développement technologique ou milieu de développement technologique, si on veut. Les choses s'améliorent progressivement assez rapidement. Là. Yep, parfait. Avant de revenir vers la cardiologie, excusez-moi. Avant de revenir vers la cardiologie interventionnelle, je pensais qu'on pouvait un peu toucher l'aspect de la prévention cardiovasculaire, donc en tant que Ah directeur. oui. Donc, ma première question, avant de vous laisser parler, donc c'est vraiment qu'en tant que directeur,
C'est quoi votre vision, en fait, des enjeux actuels? C'est quoi vraiment les principales problématiques sur lesquelles on doit mettre l'accent, puis qu'on devrait vraiment, partager auprès de la population québécoise? Oui. Ah, ben, c'est une très bonne question. Laisse-moi juste commencer une petite introduction pour te dire qu'évidemment, j'ai un profil extrêmement inhabituel, n'est-ce pas? Parce que Ouais. la majorité des gens qui s'intéressent à la prévention ne sont pas du tout du même type psychologique et mental de ceux qui s'occupent de l'intervention, hein. Alors, moi, le lien entre les deux, c'est que j'ai toujours eu un intérêt pour avoir une approche à 360 degrés d'un problème. Fait que moi, par exemple, la fascination pour moi de l'athérosclérose, l'athérothrombose, ben, ça m'a amené à considérer la chose comme un tout. Puis même si j'étais un hémodynamicien, je n'ai jamais pensé que mettre un stent à quelqu'un, ça réglait sa maladie de base. Ça fait que j'ai toujours un intérêt, moi, pour penser à un patient dans une totalité qui représente la nécessité d'avoir besoin d'avoir un stent quand on a un blocage extrêmement sévère, mais qui a aussi un besoin d'empêcher la maladie de progresser puis de prévenir l'athérothrombose, qu'on ne peut pas toujours prédire non plus. Il y a des gens qui meurent subitement sans jamais avoir eu de symptômes, là. Ça fait que la prévention était donc super importante. Fait que même si j'ai toujours fait dans ma vie une carrière de m'intéresser aux interventions les plus compliquées que tu peux imaginer, les chocs cardiogéniques, les supports ventriculaires, les troncs communs à dilater, toutes ces interventions-là en syndrome coronarien aigu, je me suis toujours intéressé à faire ça le mieux possible. J'avais un plaisir à faire ça sur le plan technique, mais j'ai toujours eu du plaisir aussi à prescrire de la luzerne aux patients le lendemain pour m'assurer qu'il y avait une prévention aussi pour éviter la récidive. Fait que oui, c'est important la statine, oui, c'est important l'exercice, oui, c'est important l'alimentation. Puis c'est dans ce contexte-là que mon intérêt pour ça m'a mené à des associations avec des gens qui étaient là avant moi en prévention, dont j'ai pris éventuellement la place. Je parle de Martin Junot, là, qui était quelqu'un de super connu, là. Puis évidemment, j'ai pris sa place quand il a pris sa retraite. Mais c'est une conséquence, si on veut, de mon intérêt de voir la maladie à 360 degrés. Il n'y a pas d'hémodynamiciens qui sont directeurs de la prévention à part moi. En tout cas, je n'en connais pas d'autres, là. Fait que ça, c'est une particularité d'avoir une approche, on veut, mettons, globale. Un problème. Après, si tu me dis, c'est quoi les enjeux les plus importants? Bien, ça, c'est assez simple, hein? Si on regarde l'évolution des choses sur, par exemple, seulement les 30 ou 50 dernières années, là, bien, le taux d'obésité a été essentiellement multiplié par 3, le taux de diabète au moins par 2. Et puis, c'est pendant tout ce temps-là, les gens font essentiellement à peu près le même niveau d'activité physique ou à peu près, peut-être un peu moins ou un peu plus, là, ça dépend de comment tu regardes ça, là. Mais donc, le problème est vraiment un transformationnel au niveau de l'environnement alimentaire, là. Moi, je pense qu'il y a énormément à accomplir de ce point de vue-là. Puis, évidemment, si on regarde la santé en général des gens, ben c'est pas vraiment pensable de dire que si tu fais, par exemple, pas d'exercice, puis si tu manges mal, manger mal, on y reviendra tantôt, mais c'est le genre de truc que peu importe le nombre de médicaments, le nombre de stents que tu prendras dans ta vie, le nombre de pontages que tu auras dans ta vie, mais les chances que ça aille bien ne sont pas très élevées. Et puis c'est pour ça qu'il faut avoir une approche où on a une approche évidemment technologique et médicamenteuse quand on en a besoin. J'abonde dans le sens de faire des angioplasties aux gens qui en ont besoin, à faire des pontages aux gens qui en ont besoin, à leur remplacer des valves quand ils en ont besoin. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de ne pas leur proposer de changer leurs habitudes de vie qui les ont menés là à la base parce que tant Mmh. le diabète que l'athérosclérose, c'est une maladie, ce sont des maladies fortement influencées par les habitudes de vie et les comportements. Alors, j'en fais une business maintenant, puis il y a une espèce de business dans le sens, j'en fais une partie importante de ma carrière, puis une partie importante de mon travail, de tenter de développer, si on veut, une approche où les gens pourront bénéficier de ce genre de conseils-là, puis ce genre de prise en charge-là. Donc, les choses importantes, à mon avis, seraient d'aligner, si on veut, les politiques publiques avec les données scientifiques dans le domaine, parce qu'il y en a des données scientifiques. Alors, l'important, tu sais, le gouvernement vient d'annoncer, il n'y a pas tellement longtemps, que les dépenses en santé avaient comme triplé au cours des 10 dernières années. Là. Ils sont à des niveaux qui sont essentiellement pas vraiment soutenables, si on veut, et que la prévention allait être la solution au problème. OK? Donc, oui, on est d'accord. Mais Maintenant, ils n'ont pas investi d'argent dans le domaine de la ouais, c'est prévention. ça.
Alors, tu sais, à quelque part, il faut dire des choses et aligner après ça les moyens avec ça. Puis après ça, quels sont les moyens les plus efficaces? Bien, là, il y en a quand même quelques-uns qui ont été vérifiés. Tu sais, je vais vous donner un exemple de base. Là. Bien, il y a certaines juridictions administratives qui ont décidé de surtaxer les boissons gazeuses et les boissons sucrées. Mais avec ça, ils ont réussi à baisser les taux d'obésité, par exemple, au Mexique puis au Chili. Puis dans certaines régions, par exemple, de la Californie, bien, ils ont réussi à diminuer le taux d'obésité. Quand on donne, par exemple, si on parle à des gens qui connaissent bien le domaine, bien, il y a moins d'obésité, par exemple, le long de la ligne orange de métro à Montréal que les endroits où les métros sont mal desservis par le métro. Pourquoi? Parce que le transport actif et l'activité physique quotidienne de ceux qui prennent le métro est plus élevé que ceux qui voyagent en auto. Ça a été documenté, ça. Fait que, là, on parle de notion de taxation de certains produits, les cigarettes, par exemple, taxation de diminution de l'accès, si on veut, augmenter, si on veut, les taxes sur les boissons gazeuses, qui est un des problèmes pour l'obésité puis pour le chose. On pourrait avoir la même idée avec les gras trans. On pourrait avoir la même idée, par exemple, avec les aliments ultra transformés. C'est un autre élément qui revient souvent ça, dans la catégorie de la modification du microbiote, par exemple, modification des agents de conservation, les émulsifiants. C'est des trucs qui sont peu réglementés et qui sont probablement extrêmement néfastes pour la santé. Là. Alors, évidemment, il y a la quantité d'aliments que les gens mangent, puis après ça, il y a la qualité de ce que les gens mangent. Et puis ça, évidemment, c'est influençable par des politiques publiques. C'est difficile de faire cavalier seul comme par une province ou un pays, là. Mais ça peut se faire. Puis si globalement, il y avait, par exemple, des politiques, mettons, mondiales dans le domaine, mais c'est un peu comme le climat. Hein. Ça, c'est difficile d'avoir le consensus puis d'éviter les lobbies des fournisseurs de ces affaires-là. Là. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Puis évidemment, on peut imaginer des trucs pratiques. Là. Faire une loi, par exemple, qui empêcherait les fast-foods autour des écoles secondaires et cégep, par exemple. Si tu éloignes ça de plusieurs kilomètres, puis que dans l'environnement immédiat, tu proposes, par exemple, des aliments qui auraient une qualité additionnelle, ben, c'est évident que les étudiants vont manger mieux. Là. Fait que c'est ça, puis ils vont apprendre à manger mieux. Puis est-ce que dans leur curriculum, ils pourraient avoir des interactions avec des gens qui seraient capables de leur faire goûter des choses santé qui goûtent bon? Mais ça aussi, il pourrait avoir un développement de ce côté-là. Fait qu'il y a des investissements qu'on pourrait faire de ce genre-là et des interventions qu'on pourrait faire qui auraient un intérêt. Je vois, c'est clair. Et si vous aviez en fait des conseils à donner à la nouvelle génération de médecins, comment est-ce qu'ils pourraient agir dans ce sens-là, donc qui pourraient la mettre en pratique dans leur pratique en général, donc que ce soit d'un dermatologue, un chirurgien, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour mettre la prévention au cœur de sa pratique? Oui, bien c'est intéressant la question que tu poses parce que ce qui n'est pas évident, c'est que dans la catégorie de la formation, il y a eu longtemps, je ne sais pas ce que ça a l'air au total maintenant, mais déjà, il y a des améliorations. C'est de penser que c'est important de montrer aux étudiants et aux jeunes médecins que la prévention, c'est leur affaire, autant que la prescription des médicaments. On voit un changement dans les attitudes, on voit un changement dans l'intérêt de la population pour les approches non pharmacologiques. Et je vais donner un one-liner que je dis souvent, là. Un facteur de risque bien contrôlé, avec un médicament, par exemple, c'est beaucoup moins bon que pas de facteur de risque. Alors, je pense que dans l'ensemble, si on est capable d'influencer nos populations pour prévenir les choses, puis leur donner des outils avec des conseils centralisés à un endroit jugé crédible, parce qu'il y a beaucoup de modes et de charlatans là-dedans aussi, hein, l'alimentation. Là. Ça fait qu'on évoque des gens qui donnent des conseils et disséminer les conseils scientifiquement validés, là. Puis on évite les modes, puis tout ça. Bien évidemment, ça, c'est pertinent et positif pour les populations, puis les populations surtout de gens qui ont un impact auprès de leurs patients. Puis il n'y a pas grand monde qui a plus d'impact auprès de leurs patients que leurs médecins, là. Ça fait que peu importe ce que le gouvernement dit, c'est vraiment ça aussi. Il y a quelque chose de très pertinent là-dedans aussi, où, par exemple, ce que les gens vont donner comme conseil, les gens vont donner, par exemple, de dire, ben c'est correct, je vais vous donner tous les médicaments, mais si comme cardiologue, tu arrêtes là, bien, je trouve tu faillis un peu ta tâche. Donc, quand moi, je le vois un patient, ben, je leur parle des aliments, je leur parle de leur alimentaire. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites comme exercice? Combien de fois par semaine? Quel type d'exercice vous faites? Puis je leur donne des conseils là-dessus, autant que le conseil de prendre telle ou telle pilule. Mais c'est plus long quand je fais des consultations, par exemple.
Ça me prend plus de temps, là. Mais je pense que si les gens ont l'intérêt d'avoir une santé globale pour leurs patients, ils devraient nécessairement parler de prévention, là. Bon, c'est parfait. Peut-être au niveau, surtout pour les externes, je pense, parce que là, ça pourrait les intéresser. Qu'attendez-vous, vous, personnellement, en tant que médecin, d'eux, au niveau de leur stage en cardiologie, ou à l'ICM? Quelles sont les qualités ou les éléments qu'ils doivent faire ou doivent faire attention, quoi que ce soit, des conseils que vous leur donneriez? Oui. C'est sûr que, tu sais, comme la cardiologie sont des problèmes extrêmement fréquents, là. Évidemment, juste de faire un stage en cardio, ça serait une suggestion première, hein? Donc ça, Ah c'est oui. le premier élément. Après, évidemment, le deuxième élément, c'est peut-être plus général, là, mais c'est de maintenir une ouverture d'esprit, avoir une approche globale et intégrée. Tiens, j'en parle depuis tantôt, là, ça me caractérise un peu, mais c'est quelque chose que je recommande quand même aux gens, d'être critique envers ce qu'ils entendent et d'avoir une approche aussi générale, puis de se mettre le plus possible à la place des patients. Puis quand tu te mets à la place de ton patient, tu n'agis pas toujours de la même manière, tu comprends? Il faut que Mhm. tu comprends des choses que d'autres comprendraient moins, par exemple. Fait que ça, c'est la partie humaniste, c'est vraiment important. L'autre truc que j'ai l'habitude de dire aussi, puis là, mes anciens étudiants m'ont rigolé un peu, mais souvent à la fin de leur d'abord, vous êtes tous brillants, là, hein? Puis quand on vous rencontre, là, ça transparaît, là. Vous êtes des gens fantastiques, vous êtes la crème de la société, vous êtes rentrés en médecine, vous êtes des gens, tu sais, ultra allumés, là. Puis je pense que ce serait une erreur catastrophique que quiconque, que ce soit le gouvernement ou n'importe qui d'autre, vous empêche de prendre la parole dans les enjeux importants de la société. Fait que je vous encouragerais fortement à tous les jeunes là, de prendre leur place. Vous êtes des gens brillants, vous êtes des gens attentionnés, vous êtes des gens qui avaient un background. Ne laissez pas les autres vous diriger et prenez la peine de vous diriger vous-même. Puis donnez votre opinion. Elle vaut au moins autant que n'importe qui d'autre, peut-être plus, là. Fait que ça c'est un autre élément peut-être général. Et après ça, pour ce qui est de la partie cardiologique, bien, comme n'importe quoi, là, tous les professeurs sont sensibles à l'intérêt que les gens montrent au domaine, là. Ça fait que ça, c'est la job du professeur de rendre ça intéressant, mais c'est aussi la job de l'étudiant de trouver des choses intéressantes à quelque part là-dedans aussi. Puis ça, la rétroaction mutuelle, là, c'est la clé du succès d'après moi, là. Puis évidemment, n'importe qui fait un stage de cardio va trouver ça passionnant, là, parce que, évidemment, c'est la plus belle spécialité, là. Mais c'est c'est l'objectif, c'est ça, là. C'est d'avoir un aspect très humain, puis d'assumer son rôle dans la société, puis après ça, de partager la science, puis de triper sur les affaires, le fun de la cardiologie, évidemment. Parfait. Si vous aviez en fait, quelques qualités à mentionner pour un étudiant qui voudrait aller en cardiologie, ce serait quoi? Si vous avez 3 qualités à nommer qu'il faudrait absolument avoir? Je pense des qualités humaines parce que c'est souvent des événements, mettons, dramatiques en cardiologie, hein. Les gens font des arrêts cardiaques, les familles perdent des proches, les gens font des crises cardiaques, tout ça. Donc, un aspect très humain à ça, c'est vraiment super important. Après ça, bien évidemment, c'est d'aimer l'action, hein, parce que c'est très, très actif, la cardio, puis c'est pas du tout Mmh. de la contemplation, là. Donc, ça, c'est vraiment ultra pertinent. Puis l'autre chose, c'est que un des avantages de la cardiologie, c'est qu'il y a un aspect très clinique, comme on l'a dit, mais aussi une variété de sous-spécialités de la cardio qui permet de faire soit de l'imagerie, soit de l'intervention, disons, hémodynamique ou de l'intervention électrophysiologique. Donc, puis après ça, bien évidemment, il y a une foule de trucs en génétique maintenant. Il y a des trucs en prévention aussi. Fait qu'il y a, tu sais, il y a plein de variations sur un même thème en cardiologie qui va donner satisfaction à plein de monde. Fait que de garder son ouverture d'esprit par rapport à toutes ces affaires-là, auxquelles on n'est pas toujours exposé quand on fait un stage d'unité coronarienne ou un stage de cardio générale sur une unité de soins, là. Fait que de prendre la peine de regarder un petit peu ce qui vient autour un petit peu, puis à ce moment-là, ça va donner peut-être des idées puis des intérêts pour des spécialités, entre autres peut-être la prévention, puis des choses comme ça que les gens ont moins la chance de voir, là. C'est parfait et si on voulait en fait conclure pour ne pas prendre plus de ça de votre temps, vous personnellement, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la prochaine génération de cardiologues? J'aimerais juste ça qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, parce que comme j'ai dit, j'ai la plus grande estime pour vous, là. Tu sais, vous êtes tous des gens ultra brillants, là. Puis si des gens veulent se donner la peine de poursuivre le travail en cardiologie, beaucoup de gens trouvent ça, mettons, inquiétant, le fait que ça soit si demandant, point de vue de temps ou de nuit ou des choses comme ça, là.
Je vous encourage quand même à dire qu'il y a moyen de faire ça. Il y a quand même plusieurs femmes qui sont des modèles aussi dans le domaine de la cardiologie. Là, historiquement, ça a été beaucoup des hommes. Puis là, évidemment, depuis longtemps, il y a beaucoup de femmes en cardiologie. Ça fait que ça, de ne pas hésiter de regarder les modèles qui sont disponibles de ce point de vue-là. Puis il y en a des fantastiques. Là. J'ai des collègues qui sont des leaders en cardiologie. Puis il ne faudrait absolument pas penser que c'est pas pour tout le monde. Là. Donc, il y a moyen de trouver une façon de pratiquer la cardiologie qui va être pertinente pour votre réalité, que vous soyez homme, femme, avec des réalités personnelles quelconques. Il y a toujours moyen d'adapter sa pratique à ça. Là. Donc, je vous encourage fortement à voir, disons, les possibilités de diversification sur un même thème. Là. Parfait. Et si vous avez un mot de la fin à dire pour les étudiants en médecine, ce serait quoi? Le goût de l'excellence, le goût du détail. Puis maintenez ça, là, parce que la plupart des gens l'ont quand ils sont étudiants. Puis des fois, les réalités cliniques de la vie de tous les jours, puis tout ça, ça fait que ça change un petit peu avec le temps, mais ça ne change pas pour tout le monde. Et c'est vraiment ultra important pour tout le monde, que ce soit vos patients, vous-même, n'importe quoi, de maintenir ces choses-là. Donc, le souci du détail, l'approche humaine, ne jamais oublier ça, puis maintenir ça à long terme. Pour C'est éviter parfait. de faire manger par la clinique, là, de faire manger par la tâche et la lourdeur de la tâche. Là. Maintenez ça quand même. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre temps, puis passez une très belle journée. À vous aussi. Merci beaucoup.